Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième émission télédiffusée de l'année 2023-2024 de la radio du JDL. Incendie et feux de forêt, deux appellations dont on ne cesse d'entendre parler et qui finissent par devenir un sujet quasi permanent. Mais comment démarrent-ils? Quelles sont les causes et les conditions de leur déclenchement? Ces derniers sont-ils alors un risque pour les écosystèmes ou au contraire sont-ils nécessaires pour les régénérer? C'est ce que nous essaierons de voir ce soir. Pour mieux comprendre ces phénomènes, nous accueillons désormais Monsieur Lan Dakar, professeur de physique-chimie à La Rochefoucauld. Bonjour monsieur. Bonjour Nicolas. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, nous réexpliquer les phénomènes de combustion, comment ça se déroule, et donc les étapes de cette combustion? Alors une réaction de combustion, c'est une réaction qui a lieu entre un combustible et un comburant. Donc ce sont deux espèces chimiques qui vont intervenir dans ce type de réaction, qui vont réagir. Il va y avoir une transformation qui va donner lieu à des produits qui sont intermédiaires, tels des radicaux, et qui vont maintenir la combustion. Donc c'est une transformation chimique qui rentre dans la catégorie des transformations d'oxydoréduction. Et donc, quelle est la différence justement entre comburant et combustible? Alors le comburant, c'est l'espèce qui est oxydante, et le combustible, c'est l'espèce qui va subir cette oxydation et qui va se réduire. Par exemple, on peut prendre l'exemple du bois qui est en train de brûler. Dans ce cas, c'est lui qui va subir cette transformation chimique, c'est-à-dire qui va s'oxyder, le bois, et le comburant, c'est le dioxygène. D'accord. Et on rappelle simplement que l'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons. Exactement. L'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons qui va se produire entre deux espèces, une qui va libérer des électrons, c'est le réducteur, et une qui va gagner des électrons, c'est l'oxydant. Parfait. Et alors, donc, question tout autre, souvent on associe la couleur rouge ou jaune aux flammes. Pourquoi cette couleur, qu'est-ce que les flammes ont cette couleur, ou pourquoi sont-elles parfois bleues ou d'une autre couleur verte, etc. Qu'est-ce qui cause cette couleur pour les flammes? Alors pour revenir justement aux réactions d'oxydoréduction, donc Oui. de combustion, ce sont des réactions qui libèrent de la chaleur, ce sont des réactions dites exothermiques. Pendant cette réaction, la température va être plus ou moins élevée, et des particules de lumière, qu'on appelle des photons, vont être émises. Et si on prend par exemple le foyer d'une flamme, le foyer va être bleu. Et ça, c'est une indication de la température de la source. Si je prends par exemple le feu d'un chalumeau, lui, il va avoir en fait une température au cœur du foyer qui avoisine 3000 degrés Celsius. Et plus on s'éloigne justement du cœur de la flamme, moins la température est élevée, et donc on va obtenir en fait une vision avec des couleurs qui sont plus chaudes, entre guillemets, c'est-à-dire au voisinage du rouge. D'accord, donc c'est pour ça qu'on a un dégradé de bleu vers rouge. Exactement, c'est une indication de la température de la source. Plus la température est élevée, plus on vire vers des couleurs bleues, violettes, ainsi de suite. D'accord, très bien. Et alors, donc comment peut se déclencher naturellement un feu? Est-ce qu'il y a une température minimale? Est-ce que il faut une exposition intense au soleil? Est-ce que d'autres phénomènes peuvent avoir un impact? Alors, un feu se déclenche quand certaines conditions sont bien remplies. Il ne suffit pas juste d'avoir en fait les deux réactifs, c'est-à-dire le combustible et le comburant, pour que le feu se déclenche. Il faut une température minimale d'inflammation pour que la réaction s'active. On appelle ça d'ailleurs une énergie d'activation, pour que les réactifs puissent se rencontrer. Et cela dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la température en un point donné. Ça va dépendre aussi des proportions du combustible. Toutes les proportions ne sont pas suffisantes pour que la réaction puisse se déclencher. Donc c'est assez complexe, parce que ça va mettre en évidence beaucoup de paramètres qui vont influencer le déclenchement de la réaction. En clair, la température est un paramètre, c'est pas suffisant. Il faut aussi que les proportions en combustible et en comburant soient suffisantes pour que la réaction puisse démarrer. Et alors, dans le cas où on a un morceau de verre dans la nature qui va condenser les rayons du soleil, comment est-ce que ça aboutit à un feu? Qu'est-ce que ça enflamme? Pourquoi ça enflamme en fait? Alors, comme tu viens de le dire, Nicolas, c'est-à-dire par exemple, un verre peut faire office justement de concentrateur de lumière, comme une sorte de lentille. Dans ce cas, on ramène toute la lumière, donc toutes les particules de lumière, vers un point donné. Ça permettra en fait l'élévation de la température, par exemple du combustible dans ce cas, ou du comburant, et ça donnera lieu justement à l'atteinte du seuil de l'inflammation. Donc c'est possible justement d'avoir ce type de process qui donne lieu à un feu ou un démarrage de feu. Enfin, bon, on a parlé des feux,
maintenant parler des résolutions du problème, on va dire. Comment est-ce qu'on éteint un feu avec un extincteur à mousse? Comment ça fonctionne, ou une lance à mousse? Et pourquoi utiliser ça plutôt qu'une lance à eau? Alors la lance à eau, elle est plus appropriée pour un type de feu avec des combustibles qui sont dits secs, par exemple. Ça peut être du bois, du papier, du tissu. Donc l'eau, c'est plus approprié dans ces conditions-là. En revanche, l'utilisation de la mousse expansive ou de l'eau avec des additifs, elle est plus appropriée quand on a ce qu'on appelle des feux qui sont gras ou des feux qui sont gazeux, c'est-à-dire à base d'hydrocarbures comme le butane, l'essence, etc. Donc, dans ce cas, le process il est très simple. L'idée, c'est de bloquer un des réactifs. Alors, ça se fait justement l'étouffant par dégradation de la mousse qui va rencontrer le combustible ou le feu et elle arrête l'arrivée du dioxygène parce qu'elle est vide en dioxygène et ça permet tout de suite de faire baisser la proportion en combustible ou en comburant en fonction justement de l'intervention. Donc, tous les moyens pour éteindre en fait les incendies ne sont pas appropriés. Si c'est des feux qui sont secs, c'est plus approprié d'utiliser de l'eau par exemple ou un environnement qui est pulvérisé avec des gouttelettes d'eau. Dans ce cas, ça permettra en fait d'arrêter l'incendie. D'accord. Alors, une dernière petite question. Comment se fait-il que lorsqu'on envoie de l'eau sur une flamme, ce soit la flamme qui s'éteint et pas l'eau qui s'évapore? Alors ça peut s'expliquer par un échange justement de chaleur entre l'eau et la flamme. Quand on projette de l'eau va refroidir justement la source sur laquelle on a projeté cette eau. Et donc ça va donner en fait lieu à une diminution de la température justement de l'inflammation et la réaction peut s'arrêter. Alors sûrement une partie de l'eau en fait va s'évaporer et ça on le voit en fait quand on projette de l'eau. Mais il y aura, j'imagine, assez d'eau pour pouvoir éteindre en fait le feu. Donc c'est la quantité qui permet au final d'éteindre ce feu. Exactement, c'est la quantité. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup monsieur d'avoir répondu à nos questions et puis à bientôt sur notre antenne. Nous accueillons maintenant monsieur Canton, adjoint à la vie scolaire mais aussi surtout organisateur de la 10e édition de la Coupe du Monde de La Roche et de la première édition de la Coupe Jules Rimet. Bonsoir monsieur. Bonsoir Nicolas. Donc cette année, comme dit à l'instant, nous fêtons les 10 ans de la Coupe du Monde de La Rochefoucauld. Pourriez-vous dans un premier temps nous rappeler un peu l'histoire de ce tournoi et puis également nous expliquer pourquoi ce nom Coupe du Monde alors que ça se déroule à La Rochefoucauld? Alors, très simplement, c'est la 10e édition, donc ça fait maintenant déjà 10 ans que ce tournoi existe, où un éducateur, Paul Bonamour, avait créé un tournoi de foot pour rendre hommage à Jules Rimet, en fait, qui est le fondateur officiel de la Coupe du Monde que tout le monde peut connaître, qu'on peut suivre à la télévision. Jules Rimet était donc élève à La Rochefoucauld, et donc c'est pour le rendre hommage justement qu'il a créé ce tournoi à La Roche, et qui depuis on s'est basé sur la Coupe du Monde où chaque classe prenait un pays, etc. Et ce tournoi s'est développé depuis et maintenant a pris une belle tournure, à savoir ce tournoi en 2 parties qui va être donc la Coupe du Monde classique à La Rochefoucauld et puis une prolongation, à savoir un tournoi inter-école. Oui, donc comme vous l'évoquez ici, pour fêter cet anniversaire, vous avez décidé cette année d'organiser un tournoi qui regroupe 9 écoles lassaliennes d'Île-de-France, c'est bien ça? Oui. Dans lesquelles des équipes seront sélectionnées pour participer à un match en fin d'année. Et comment est née cette idée? Chaque école, alors pour résumer, chaque école participante va faire organiser son tournoi en interne. Et les gagnants collèges affronteront les autres gagnants collèges des établissements, des 8 autres établissements. Et les gagnants lycée affronteront les gagnants lycée des établissements. Alors comment c'est né? En fait, c'est très bête. Je trouvais que ce tournoi à La Roche fonctionnait vraiment bien. C'était quelque chose qui plaisait aux jeunes. Autant adultes qui étaient motivés par ce tournoi, je me suis dit pourquoi pas l'étendre à d'autres écoles pour créer un événement qui est fédérateur comme le veut les valeurs sportives. Mais voilà. Et en fait, tout simplement, j'ai pensé aux écoles lassaliennes, parce que nous sommes du réseau Lassalle, Jean-Baptiste Lassalle, et c'est un projet qui a beaucoup plu aux écoles à qui j'ai proposé. Nous sommes partis là-dessus, et donc on compte 9 écoles avec la nôtre. Et vous en savez déjà un peu plus sur les dates, peut-être les lieux d'organisation, les caractéristiques par rapport aux qualifications, ou même des anecdotes par rapport à l'organisation de la Coupe Jules Rimet? Alors, il y a des choses que je ne peux pas encore révéler en attendant d'être vraiment sûr à 400%, mais ce que je peux vous dire un peu en exclusivité, c'est que ça aura lieu d'ici
fin avril, début mai, histoire que ça se déroule sur une journée de 8h à 18h. Il est prévu de réserver un complexe sportif comportant 2 terrains, voilà, où nous pourrons diviser ces terrains en plusieurs matchs. Ces matchs seront rediffusés en direct par le JDL, justement. Et oui, toujours nous. Merci à vous. Et nous serons assistés de responsables de la FFF, voilà, pour nous assister tout au long de la journée et l'organisation. Et donc cet événement qui est majeur pour cette année, est-ce que vous prévoyez de le réitérer les années prochaines si ça marche ? Encore une fois, ce n'est pas sûr à 100%, mais il est très probable que nous réitérons ça tous les 3 ans. Tous les 3 ans, parfait. Écoutez, merci beaucoup monsieur. Avec plaisir. Et puis on vous retrouve du coup en fin d'année pour essayer de filmer ces matchs. Sur les terrains. Parfait, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons désormais Madame Soldani, professeure de SVT à La Rochefoucauld, qui va nous expliquer, oui, bonsoir Madame, qui va nous expliquer plus en détail les enjeux pour les écosystèmes, les enjeux dus aux feux de forêt et aux incendies, comme on en a parlé en début d'émission. Donc bonsoir Madame, vous êtes plus rapide que moi. Oui. On a l'impression que les feux de forêt sont de plus en plus nombreux, intenses, et on ne cesse de nous en parler. Avec les cas qui succèdent en Australie, en Grèce, au Canada, etc. et j'en passe. Alors, est-ce que les feux de forêt sont véritablement plus nombreux, plus intenses, ou est-ce que simplement ils sont plus médiatisés ? Alors oui, ils sont plus nombreux et plus intenses. On voit que le climat est plutôt chaud et sec, et toute cette biomasse sèche, elle va s'enflammer plus vite. Ce qu'on remarque, c'est que les périodes des incendies augmentent, c'est-à-dire qu'ils commencent plus tôt dans l'année, puis ils se terminent aussi plus tard. Qu'ils sont aussi moins contrôlés, c'est-à-dire que la surface brûlée à chaque incendie, elle a plutôt tendance à augmenter. Donc tout ça, on le constate en effet, et ça peut être un peu inquiétant. D'autant plus que les moyens techniques, ils s'améliorent, et pourtant on n'arrive pas à canaliser ces feux de forêt-là. Et vous expliquez que c'est inquiétant, justement, quelles sont les conséquences à court et à long terme pour la biodiversité ? Alors, les conséquences pour la biodiversité, c'est évidemment la mort des êtres vivants. Hein. Tous les êtres vivants de la forêt, ils vont mourir. La biomasse aussi, le couvert végétal. À plus long terme, le feu, il peut être bénéfique pour certains êtres vivants, c'est-à-dire que le feu va permettre la dissémination des graines de certains végétaux, comme le pin par exemple. Mais la difficulté, c'est lorsqu'un incendie se produit trop régulièrement. Suite à cet incendie, il faut quand même laisser la végétation se régénérer. Si elle se régénère pas et qu'un deuxième incendie intervient, alors là, toutes les graines qui ont commencé à germiner vont être éliminées ou les jeunes pousses, et donc la forêt elle va plus être capable de se régénérer. C'est donc l'intervalle entre les feux qui va déterminer si cet incendie va avoir des conséquences négatives, très négatives, ou si la forêt va être capable de s'en remettre. Il faut une dizaine d'années pour avoir des arbres de quelques mètres. Et puis, il va falloir une centaine d'années pour récupérer une forêt dans son état d'origine. Pour les forêts tropicales, ça va être même plusieurs siècles pour récupérer une forêt dans son état d'origine. Vous parlez de régénération. Est-ce que justement, alors les feux de forêt seraient peut-être même utiles et voire nécessaires pour régénérer, rétablir le cycle des écosystèmes, etc. Ouais, pour certaines espèces, oui, c'est bénéfique et nécessaire, tant que l'intervalle est suffisant entre 2 feux de forêt. Ça va permettre aussi, en brûlant certains végétaux, de permettre aux rayons du soleil de traverser le couvert végétal. Donc ça va favoriser des espèces qui sont plutôt moins hautes. Tout dépend de l'intervalle entre les 2 feux de forêt. D'accord. Et alors on imagine que le réchauffement climatique a un impact, une influence sur l'intensification de ces feux de forêt. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Et ensuite, est-ce que, dans le sens inverse, les feux de forêt ont un impact également sur le réchauffement climatique ? Alors oui, les deux sont vrais. Hein. Bien sûr, la sécheresse et l'augmentation de la température font que les végétaux s'embrasent plus facilement. Et puis, on a aussi ces feux qui vont libérer du CO2, qui est un gaz à effet de serre, et donc qui vont amplifier le réchauffement climatique. On voit que les végétaux, au fond, et les animaux, les êtres vivants, sont capables de s'installer partout. Simplement, il faut plus ou moins de temps. Or, on sait que les végétaux, ils sont des puits de carbone. Donc, en détruisant les forêts, si on
ne permet pas aux végétaux de se régénérer, de repousser, eh bien, on va supprimer ces puits de carbone qui servent pourtant à diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc à la fois on en libère et on empêche les végétaux d'en piéger. Il y a une expérience qui a été menée à Surtsey sur une île en Islande. C'est une île volcanique de quelques hectares, 150 hectares il me semble, qui est sortie des océans en 1963. Et les scientifiques ont décidé à cet endroit-là de faire une expérience inédite, c'est-à-dire d'empêcher tout humain de débarquer sur cette île. Et de voir est-ce que la végétation elle est capable de coloniser une île complètement vierge, une île volcanique, donc plutôt inhospitalière pour la vie. Et on se rend compte que en quelques dizaines d'années, au bout de 10 ans, on a une dizaine d'espèces végétales, au bout de 40 ans, on a une soixantaine d'espèces végétales, donc la vie peut s'installer partout, elle a vocation à s'installer partout. Ce qui est important, c'est le temps entre deux perturbations. D'accord. Donc les feux de forêt en définitive ne sont pas une finalité en soi pour la biodiversité. Elle peut survivre à cela, voilà. Dépasser cette... Ouais, ce qui va être plus gênant aujourd'hui, et la raison pour laquelle c'est si médiatisé, c'est l'intervalle entre ces feux de forêt qui diminue, et donc qui laisse pas la végétation se régénérer comme elle devrait le faire. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Adam pour vos explications. Merci. Et puis passez une bonne soirée. Merci toi aussi. Maintenant, place à la chronique actualité internationale. États-Unis. Donald Trump déplore un jour très triste pour l'Amérique à l'issue d'une comparution historique. En effet, l'ancien chef d'État américain, inculpé pour avoir tenté d'influencer le résultat de la présidentielle de 2020, s'est présenté devant le tribunal fédéral de Washington jeudi 3 août en comparution pénale sans précédent, lors de laquelle il a plaidé non coupable. Suède. Le pays dit en avoir marre d'être confondu avec la Suisse. En effet, son office du tourisme mène une opération humoristique pour mettre fin à cet imbroglio. Tout est parti d'une bourde. Le président américain Joe Biden, qui lors d'un discours sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN, a plutôt parlé de la Suisse. Avant lui, ses successeurs, Jimmy Carter et George Bush, avaient commis la même erreur, ce qui ne fait que récidiver une situation de fait qui inquiète la Suède. En 2018, déjà, lors de l'entrée en bourse de l'entreprise suédoise Spotify, Wall Street avait hissé le drapeau de la Suisse. En France, ce n'est pas mieux. Par exemple, la patinoire de Grenoble a joué l'hymne de la Suède lors d'un match de hockey avec des patineurs de la ville de Berne, qui est en Suisse. Pire encore, plus d'un Britannique sur 10 pense qu'ABBA et Ikea sont suisses. Quant aux Américains, 10% avouent avoir failli réserver un avion pour la mauvaise destination. Antarctique. Un Boeing 787 Dreamliner se pose en Antarctique sur la neige, une première historique. L'avion de North Atlantic Airways, affrété par l'Institut polaire norvégienne, transportait des scientifiques. Jamais un aussi gros avion avait atterri en Antarctique. Nous accueillons désormais Thomas Lafay pour sa chronique sur les grèves récentes à Hollywood. Donc bonsoir Thomas. Bonsoir Nicolas. En effet, le 8 novembre dernier s'est achevée enfin la grève des acteurs qui a immobilisé Hollywood pendant de longs mois, récit d'un long bras de fer. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer le pourquoi de ces grèves en fait ? En effet, 2 grèves ont récemment eu lieu. La première, celle des scénaristes, entre le 2 mai et le 27 septembre 2023, soit pendant presque 5 mois. Donc les scénaristes membres de la Writers Guild of America, WGA, sont entrés en grève et n'ont écrit plus aucun scénario pendant cette période. Du 14 juillet jusqu'au 8 novembre, ce sont les 160 000 acteurs membres de la SAG-AFTRA qui sont rentrés en grève, eux qui n'avaient pas fait la grève depuis 1980. Leurs revendications sont similaires. Ils veulent plus de droits résiduels, cette somme perçue lorsque un film ou la série auquel ils ont participé est utilisé sur un autre support. On peut citer par exemple Netflix. Comme les studios ne révèlent pas leurs chiffres d'audience, ils ne versent presque aucun droit d'auteur à leurs acteurs et scénaristes une fois le film, série sorti sur une plateforme. Un autre point important concerne l'IA, l'intelligence artificielle. Les scénaristes ont souhaité qu'elle ne soit pas utilisée comme un outil pouvant aider à la recherche ou faciliter les idées de scénario, et non comme un outil pour les remplacer. Les acteurs ont une demande similaire face à l'explosion de l'IA. Beaucoup d'acteurs ont été scannés en une journée avec ou sans leur réel consentement et payés de sommes misérables pour qu'on utilise leur visage à l'infini dans les productions à venir, ce qui est une aubaine économique pour les studios. Ils veulent en être prévenus et être mieux payés.
Précisons que la majorité des acteurs et scénaristes ne sont pas du tout bien payés et qui ne gagnent pas bien leur vie, surtout les acteurs et scénaristes de séries. Les scénaristes puis les acteurs ont manifesté devant les sièges des studios. Il est arrivé une histoire délirante. Mi-juillet, les studios Universal ont élagué leurs arbres, officiellement pour des mesures de sécurité, mais officieusement pour empêcher les manifestants d'échapper à la chaleur, plus de 32 degrés. Cette grève a concerné uniquement les productions américaines, comme vous en doutez bien, et seulement les studios qui ne respectent pas la charte de la SAG, du syndicat des acteurs. La promotion de certains films indépendants fut ainsi autorisée par la SAG. L'acteur américain Adam Driver est actuellement en promotion de son nouveau film Ferrari, issu de la société indépendante Néon, en a profité pour accuser les grosses compagnies. Pourquoi une plus petite société de distribution comme Néon ou STX International peut répondre aux demandes de la SAG, mais pas des grosses compagnies comme Netflix et Amazon. Mais quelles sont les conséquences ? De mai à juillet, certaines productions ont continué leur tournage, mais sans scénariste sur le tournage, ce qui est habituellement essentiel. Pour adapter le scénario en temps réel, c'est compliqué. Depuis juillet, tout était complètement à l'arrêt. Enfin, depuis juillet, du coup, entre juillet et novembre, tout était complètement à l'arrêt. Concrètement, les acteurs n'ont pas pu, d'accord, jouer dans des films, mais aussi faire tout ce qui est les festivals, les avant-premières et le marketing du film. Ce qui est très très important pour les grosses compagnies. C'est une perte colossale pour les studios, dont certains films avaient profité d'une promotion très attractive. Par exemple, pour pallier l'absence des acteurs lors de l'avant-première du Manoir hanté, un film Disney, ils ont remplacé les acteurs par des figures emblématiques de Disney, des peluches. Donc ils ont tenté de trouver des réponses. Et pareillement, les acteurs du biopic Oppenheimer sont partis pendant l'avant-première mondiale en total soutien à cette cause. Et alors j'imagine qu'il va y avoir des impacts sur les sorties ciné et streaming potentiellement. Est-ce que quels sont les reports annoncés ? Et oui, vous allez être déçus car beaucoup de films que vous attendiez sont reportés. Déjà, tous les avatars sont plus ou moins repoussés. James Cameron s'est rendu compte qu'il était impossible pour lui d'en sortir un tous les 2 ans. La production d'Avatar 3 a pris du retard avec les grèves et il serait possiblement prévu pour décembre 2025. Tous les films Marvel sont également repoussés, ainsi que les films Star Wars, le prochain prévu pour décembre 2026. Dans les autres mauvaises nouvelles, le film d'animation Spider-Man Beyond the Spider-Verse est repoussé à une date ultérieure, le prochain SOS Fantôme à avril 2024, et le prochain Mission Impossible Dead Reckoning Partie 2 vient d'être officiellement reporté à mai 2025. Le film d'animation Le Seigneur des Anneaux The War of Rohirrim est également repoussé à décembre 2024, ainsi que tous les prochains Disney et Pixar. Aussi, ce qui est plus surprenant, car devant à la base sortir en octobre, la deuxième partie très attendue de Dune de Denis Villeneuve a été reportée à février 2024. Donc cela semble un peu étrange, puisqu'on sait qu'il a été entièrement filmé, entièrement monté. Et donc on pourrait se demander pourquoi l'avoir décalé. Eh bien tout simplement pour qu'il puisse bénéficier d'une promotion pour ramener du monde en salle, car la Warner, qui a essuyé plusieurs échecs marketing récemment, compte beaucoup sur ce projet. Donc cela c'est fini mercredi 8 novembre, après 118 jours de grève. Les grévistes ont obtenu la plupart de leurs revendications et on estime que cette grève a fait perdre près de 6 milliards de dollars aux studios. Ce qui est énorme, faut le rappeler. Mais écoute, merci beaucoup Thomas pour ton petit check sur les sorties et sur cette grève intense et historique en réalité. Et puis passe une bonne soirée. Merci Nicolas. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette dernière. Vous pouvez la retrouver dès maintenant en podcast sur YouTube et notre blog. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner sur notre chaîne YouTube et notre compte Instagram. Un grand merci à nos invités, Madame Soldani, Monsieur Canton, Monsieur Landaka, d'avoir répondu à nos questions, ainsi qu'à Thomas Lafay, membre de la rédaction du JDL pour sa chronique. Cette émission vous a été présentée par Paul Saillant et Nicolas Rossu-Fournel. Bonne soirée.